L'énergie qui produit la chaleur solaire et qui commande le système solaire peut maintenant être contrôlée par des mains humaines. M. Truman a déclaré à son sujet. La bombe atomique est trop dangereuse pour être confiée à un monde sans loi. Nous avons le devoir de nous constituer les gardiens de cette nouvelle force, afin d'empêcher qu'elle soit mal employée. Remercions Dieu de nous avoir donné cette force, plutôt qu'à nos ennemis, et demandons-lui de nous guider, afin que nous l'utilisions comme il l'entend, et pour servir ses buts. He may guide us to use it in his ways and for his purposes. Le président des États-Unis, Harry Truman, se doutait-il que la course à la bombe allait s'engager dans le monde ? Se doutait-il qu'au bout du compte, avant la fin du siècle, 7 nations pour le moins expérimenteraient plus de 2000 engins nucléaires ? Le général de Gaulle ne souscrit pas au message de l'Amérique. Persuadé que la France ne redeviendra une grande puissance qu'en ayant la maîtrise du nucléaire, il crée le 18 octobre 1945 le commissariat à l'énergie atomique. Mission, mettre cette énergie au service de la science, de l'industrie et même de la défense nationale, ce que beaucoup de scientifiques contestent. Pendant plus de 10 ans, chacun de ces hommes politiques, responsables à un moment donné des destinées de la France, la met lentement en piste, l'engage étape par étape, de ministère en ministère, sur la voie de la bombe. Chacun y va de son petit pas en avant, de son non-dit, de sa demi-mesure, de son financement occulte, de son ordonnance catimini. L'un crée le commandement des armes spéciales, les autres un bureau, un département, puis la direction des applications militaires. D'autres encore avalisent la création de laboratoires, d'unités industrielles. On marche sur la pointe des pieds. La portée de chaque décision est limitée, mais contribue à faire avancer un dispositif qui doit mener au seuil de la puissance nucléaire militaire, aux côtés des Américains, des Russes et des Anglais. Un jour, c'est un important gisement d'uranium qu'on découvre dans le Limousin. Le lendemain, c'est une pile nommée Zoé dont on apprend la naissance. Quelques années plus tard, on voit naître à Marcoule une lignée de réacteurs et une usine d'extraction du plutonium, élément indispensable aux engins nucléaires. Dans les laboratoires et les centres d'études du CEA, on développe les connaissances nécessaires à la conception et à la réalisation d'une bombe encore conjecturale. Les armées sont chargées de trouver un champ de tir. On évoque les îles Kerguelen. On songe à la Polynésie. On propose, pour finir, le Sahara. En avril 1958, Félix Gaillard, président du Conseil, met enfin les points sur les i. Une campagne de tir devra être effectuée dans les 2 ans. Quand De Gaulle revient au pouvoir, il poursuit ardemment cette politique. Du moment que les 3 autres restent pour leur compte surarmés, la France ne consent pas du tout à une infériorité chronique et gigantesque. Ce qui a marqué dans ce domaine
l'arrivée du général de Gaulle, le passage de la 4e à la 5e République, c'est que ce qui était clandestin est devenu affirmé, clair et ouvert. Et à partir de ce moment-là, il était possible en effet d'accélérer le mouvement et surtout d'y consacrer des crédits beaucoup plus importants. La décision est d'autant justifiée, estime de Gaulle, que les deux rivaux russes et américains ont atteint la parité nucléaire. Ces derniers courront-ils le risque de perdre Chicago pour défendre Hambourg ? Le général en doute. Il compte sur les capacités du CEA. Malgré l'hostilité d'une partie de l'opinion, la France doit avoir sa propre bombe. Les pleurnichards du renoncement, les trotte-menus de l'abandon ne le feront pas plier. C'est un grand défi qu'il lance. L'effort scientifique, technologique, industriel, militaire et humain est gigantesque. Quand un neutron pénètre dans un noyau d'atomes lourd fissile, il provoque la division de celui-ci en plusieurs noyaux plus légers. Cette fission entraîne l'éjection de 2 ou 3 neutrons qui, à leur tour, pénétreront dans d'autres noyaux lourds, les divisant et provoquant ainsi une réaction en chaîne. Une masse de matière fissile, composée d'atomes lourds d'uranium-235 ou de plutonium-239, est entourée d'explosifs. À la mise à feu, la masse fissile compressée et concentrée dépasse alors une masse critique dans laquelle s'amorcent et s'enchaînent des réactions de fission, libérant ainsi une énorme quantité d'énergie. Physique nucléaire, atomique, moléculaire, physique statistique des milieux ionisés, hydrodynamique radiative, électronique, détonique, tels sont les domaines que le concepteur d'une arme nucléaire devra maîtriser. Dans ce domaine-là, comme dans bien d'autres, l'expérimentation est nécessaire. Un essai nucléaire est une grande expérimentation de physique dans laquelle on met en œuvre les moyens de détection les plus élaborés que l'on connaisse. Le fonctionnement d'un engin nucléaire met en œuvre des phénomènes physico-chimiques extrêmement nombreux, extrêmement complexes, qu'il faut comprendre et évaluer avec précision pour pouvoir concevoir, fabriquer les armes nucléaires et apporter la garantie de leur fonctionnement. L'expérimentateur devra comprendre la phénoménologie de l'explosion. Mais dans ce milieu extrême, le temps se compte en nanosecondes, les pressions en millions d'atmosphères et les températures en centaines de millions de degrés. Seuls des exploits techniques vaincront ces difficultés. On avait opté pour le Sahara, et parmi les sites les plus isolés, choisis plus précisément comme champ de tir, Regan, dans la région du Tanesrouft, en plein désert de la soif, à 1000 km au nord de Tombouctou et 1000 au sud d'Alger. Mais il fallait faire surgir des sables le plus grand et le plus performant des laboratoires de physique expérimentale que la France ait jamais construit, et une ville dans laquelle allaient vivre jusqu'à 6000 techniciens, ouvriers, militaires et travailleurs locaux. D'abord, trouver de l'eau. Ensuite, sous 50 degrés à l'ombre, créer des routes et des pistes d'aviation. Sur le plateau de Regan s'édifiait de mois en mois une base vie, avec ses quartiers d'habitation, son centre de loisirs, sa centrale électrique, ses locaux techniques, son centre de transmission et son hôpital. La ville s'organisait.
avait également à charge de protéger les bases contre toute incursion terrestre et aérienne. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de la cité interdite, sur la base avancée près du champ de tir, un laboratoire de physique enterré était mis en chantier. Des ouvrages fortifiés abritaient un poste de conduite de tir et les batteries d'appareils de mesure et de contrôle, comme ces caméras pouvant saisir plusieurs millions d'images à la seconde. On avait construit une tour métallique pour y placer l'engin lors de la mise à feu. De ce point zéro aux appareils d'enregistrement, un réseau de câbles devait transmettre tout le flot des mesures prises par les détecteurs, comme un système nerveux. Aux abords de la tour, les armées avaient disposé toute une panoplie de mannequins, d'engins, de matériel et d'équipements à tester. Restait à assembler les éléments de la bombe. En France, sur une maquette, l'opération avait été préalablement mise au point. Tandis que la France construisait sa cité-laboratoire, soucieuse de disposer au plus vite de sa force de dissuasion et de compter sans tarder au nombre des grands, depuis novembre 1958, les 3 puissances nucléaires avaient suspendu leurs essais, après en avoir toutefois effectué plus de 200. L'opinion mondiale, émue par les retombées radioactives, réclame un accord international sur le désarmement. Dans ce climat, le Maroc critique violemment la France. L'ONU la presse de s'abstenir. En effet, le moment semble malvenu et mal choisi un site de tir dans une Afrique travaillée par les mouvements d'indépendance. Mais la France, par la voix du général de Gaulle, entend ne pas se rétracter. Le désarmement. Pour les populations nomades et sédentaires, on avait établi des zones de sécurité. 100 km pour l'éblouissement, 230 pour les retombées. Tout ayant été déclaré opérationnel, à l'aube du 13 février 1960, le compte à rebours fut lancé. 5, 4, 3, 2, 1, feu! Les gerboises bleues incendia le ciel de Reagan à 7h04, de l'équivalent de ces 70 000 tonnes de TNT, soit 3 fois la bombe d'Hiroshima, soit le chargement de 7000 bombardiers de 1944. Hurrah pour la France, s'écrie De Gaulle. La France qui a su, notera-t-il dans ses mémoires, accomplir par ses seuls moyens et sans nul concours extérieur une série d'exploits scientifiques, techniques et industriels. Peu après l'explosion, des vautours prenaient l'air pour observer le nuage et y faire des prélèvements. Des équipes se chargeaient de relever au plus vite les enregistrements dans les blocos et points de mesure et de contrôler la contamination au sol. À la place de la tour, un large cercle de sable vitrifié témoignait de la violence de l'explosion. La bombe A émet d'abord des rayonnements nucléaires susceptibles d'irradier mortellement tout organisme vivant sur une zone plus ou moins grande. Aussitôt après un flash très intense et aveuglant, se développe une onde thermique foudroyante capable d'enflammer des maisons à plusieurs kilomètres, comme le montrent ces films américains et soviétiques. Dans son sillage,
Une onde de choc d'une extrême violence provoque des vents dévastateurs pouvant atteindre 1000 km/h et qui s'inversent aussitôt par un phénomène de dépression. Le nuage entraîne à haute altitude des radionucléides. En suspension pendant plusieurs années, ils retomberont dilués et affaiblis. Les particules les plus lourdes chutent plus rapidement et peuvent contaminer la surface tout au long du déplacement du nuage. 3, 2, 1, 0. 6 semaines plus tard, Gerboise Blanche, deuxième du nom, développa comme il était prévu une énergie limitée, moins de 20 kilotonnes. 2 autres expérimentations devaient clore la seule campagne aérienne de la France au Sahara. L'une en décembre, Gerboise rouge, l'autre en avril 61, nommée Gerboise verte, décevante par la faible quantité d'énergie qu'elle développa. Comme le souligna le commentateur des actualités de l'époque, le succès de Reagan reposait sur la synergie de 2 communautés, celle des scientifiques, celle des militaires. Ainsi, sont récompensés selon leur mérite ceux qui ont travaillé dans l'ombre des laboratoires ou sous le soleil brûlant du Sahara pour doter la France de l'arme moderne nécessaire à sa sécurité. Tandis que la France entre dans le club atomique, voyons ce qui s'est passé dans le monde de février 60 à avril 61 en ce qui concerne les essais nucléaires. 8 jours après le premier essai de Reagan, les Américains ont lancé la suggestion de mettre fin aux essais dans l'air, l'espace et l'eau. La France est à contre-courant. Les États africains protestent contre un champ d'expérimentation implanté sur leur continent. Le Nigeria rompt ses relations diplomatiques. Des avoirs français sont bloqués. Il est grand temps de passer aux essais souterrains, mais que seuls les Américains ont maîtrisé jusqu'alors. C'est le massif du Tanafela dans le Hogar, près du Borge Ineker, qui avait été choisi pour être le théâtre de ces essais. On était à 600 km au sud-est de Reagan, à 150 km au nord de Tamanrasset. Tout était à recommencer. Une nouvelle cité laboratoire devait naître dans le désert. Une cité laboratoire avec son PC tir, ses locaux techniques, ses équipements, ses logements, ses routes et son aérodrome. À 30 km au sud, un camp militaire offrait une base aérienne et ses moyens de soutien au champ de tir. Un champ de tir, ou plutôt une chambre de tir, sous la montagne de granit et accessible par une longue galerie de 1200 mètres. Son extrémité en colimaçon, des chicanes, des portes, un bourrage, devait en assurer le moment venu l'étanchéité. On avait garni d'électronique des alcôves ménagées dans les galeries, et par des câbles de très haute performance, l'engin, environné de capteurs et de détecteurs ultra rapides, devait livrer aux batteries d'enregistreurs ses plus intimes et fugitives réactions. Sur tout le site, on avait mis en place des stations sismiques. Tout était prêt pour qu'arrive le jour J. Un document d'époque commente l'instant mémorable. Quelques instants plus tard, après quelques minutes d'une attente anxieuse, dans un silence total, troublé seulement par le bruit des relais électriques qui s'enclenchent, se produit l'explosion. Elle vaporise, fond, broie l'engin et la roche sur une dizaine de mètres autour de la chambre. Dans la cavité formée, on logerait l'Arc de Triomphe. Une onde de choc se propage en fracturant les roches les plus proches. Arrivée sur le flanc de la montagne, elle provoque un écaillage entraînant un nuage de poussière et la chute de roches. Dans la cavité, les matériaux fondus se rassemblent au fond pour former un ménisque de lave qui piège la presque totalité des isotopes radioactifs. Plus tard, après quelques heures, la voûte finira par s'effondrer, colmatant totalement la cavité. Le relevé des enregistrements dans les galeries présentait des risques de contamination.
toutes les précautions furent prises pour que les doses de radiation tolérées par les règles de sécurité ne soient pas dépassées. Pour effectuer l'analyse radiochimique de l'essai, des échantillons rocheux radioactifs devaient être prélevés dans la zone souterraine de l'explosion. Ici, un mur en plomb protégeait les sondeurs. Là, une enceinte en briques de plomb permettait de tronçonner et de pulvériser les carottes radioactives. Par télémanipulateur, on préparait les échantillons que les chimistes allaient analyser. La moisson de renseignements fut plus riche que lors des tirs aériens, contrairement à ce qu'on avait prévu. Ce qui n'était pas prévu, c'est ce qui s'est passé quelques secondes après le déclenchement du tir, c'est que la colline s'est ouverte. Et qu'elle s'est ouverte exactement face au poste de commandement de tir, ce qui fait que nous avons vu sortir de la colline une flamme gigantesque, puis derrière la flamme sont sortis naturellement les éléments d'un nuage nucléaire. Ce qui avait trahi les expérimentateurs, c'était l'étanchéité de la chambre de tir. La lave et les roches, réduites en poudre, avaient envahi la galerie et jailli à l'extérieur par l'entrée du tunnel. Il y a eu des irradiations très fortes, naturellement, de tout le personnel qui était là, mais qui n'ont pas été mortelles parce que nous étions équipés. Nous étions tous équipés comme il le fallait, mais ce personnel qui a été surveillé pendant très longtemps médicalement n'a pas supporté de conséquences néfastes. Les mesures de sécurité furent renforcées. Sur les 13 tirs souterrains du Sahara, de novembre 61 à février 66, ce fut le seul incident notable. Pour beaucoup, un scorpion était plus à craindre que la radioactivité. Les accords d'Évian, signés en 1962, faisaient obligation à la France de quitter le Sahara avant 1967. Après décontamination, démontage des installations techniques, nettoyage et obturation des galeries de mines, le site fut rendu aux autorités algériennes. Durant toute cette campagne française, où en est le club des puissances nucléaires ? 2 mois avant le premier tir du Hogar, les Américains ont rompu leur moratoire. Ils effectuent de nombreux tirs, tantôt souterrains, tantôt aériens, auxquels se joignent les Anglais. Les Russes, de leur côté, se livrent en 1961 à un véritable festival aérien, dont un tir de 58 mégatonnes, soit 800 fois supérieur au plus puissant des tirs français de l'époque. La tension monte entre les deux rivaux. La crise de Cuba est désamorcée. En 1963, les deux puissances s'engagent par le traité de Moscou à mettre un terme aux essais non souterrains. La France refuse de signer un traité, si important soit-il, qui compromettrait la suite logique de son programme. Quant à la Chine, elle entre l'année suivante dans le club avec sa première bombe A. On a créé la direction des centres d'expérimentation nucléaire en 1964. Jusqu'à cette date, on avait fait un certain nombre d'essais au Sahara et la force de dissuasion commençait simplement à montrer sa capacité à dissuader. Il fallait donc poursuivre. Pour des raisons politiques évidentes, nous ne pouvions le faire au Sahara. Et nous devions passer de la bombe A à la bombe H, c'est-à-dire au thermonucléaire. Et pour ce faire, il fallait reprendre un certain nombre de tirs aériens. Le Pacifique, avec la Polynésie française, pouvait offrir un nouveau champ de tir. Il y avait là un vaste territoire de souveraineté française, avec ses 180 000 habitants dispersés sur une zone grande comme l'Europe. Et Papeete offrait toutes les possibilités d'une base arrière, port de grande capacité et aérodrome international.
le centre d'expérimentation des oasis, allait donc devenir le CEP, Centre d'expérimentation du Pacifique. Le choix des sites se porta sur Mururoa, ou plus exactement Moruroa, et Fangatofa, deux atolls inhabités que la Polynésie française céda à la France. Un troisième atoll, Ao, fut choisi comme base avancée. 2500 personnes seulement vivaient dans un rayon de 500 km. Los Angeles est à 6550 km des deux atolls, Lima à 6600 km, Santiago du Chili à 6720, Auckland 4750, Sydney 6900. Un atoll, c'est l'histoire d'une île volcan qui s'est éteinte et qui possède en bordure une ceinture de corail. Le déplacement de la plaque tectonique, l'entraînant par le fond, érodé par les pluies, les vents, les millions d'années, la montagne s'effrite, s'amenuise, s'écroule et s'engloutit. Mais le corail, lui, ne veut pas mourir. Certes, il s'enfonce avec le volcan, mais sans cesse il prolifère et construit en surface de nouvelles structures vivantes sur le socle de ses couches anciennes. Ainsi, continue d'émerger une plus ou moins large ceinture de coraux pouvant atteindre 200 à 400 mètres d'épaisseur. En fait, une couronne posée sur le bloc basaltique du volcan immergé. La ceinture émergée de l'atoll de Mururoa, large de 400 à 1100 mètres et longue de 60 km. Des goulets peu profonds la découpent, qu'on appelle Oa, et qui délimitent des îlots appelés Motu. Le lagon intérieur est long de 28 km et large de 10. L'altitude de Mururoa varie de 0,50 m à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Aussi l'atoll, à fleur d'eau, est-il à la merci des coups de vent, des tornades et des raz-de-marée qui le ravagent fréquemment. On y trouve cependant une végétation appréciable, quoique peu diverse. Une abondante vie sous-marine est présente dans le lagon et sur la bordure océanique de la couronne corallienne. Jamais l'atoll ne connut de population fixe. Seuls de rares récoltants de copra y séjournaient dans le plus grand dénuement, le temps de quelques saisons. Un trésor, dit-on, y serait enfoui, d'où son nom, en langue locale, de Moruroa, ou île du grand secret. À 40 km de là, Fangatofa est un atoll depuis toujours inhabité. Sans relief, il est 3 fois plus petit que Mururoa. Sa faune se distingue principalement par d'importantes colonies d'oiseaux marins, de Bernard l'ermite et autres crabes soldats. Les deux atolls semblaient devoir vivre longtemps encore à l'écart du monde, quand, à l'été 63, débarquèrent en avant-garde 300 légionnaires du génie. Ce fut donc un défi tout à fait considérable d'amener 7500 militaires, ingénieurs et techniciens dans un environnement vide de toute population, vide de tout support. Il fallait donc tout apporter. Apporter ici tout ce qui ne s'y trouvait pas et qui était absolument indispensable pour la réussite de nos expérimentations. En moins de 3 ans, le génie, aidé d'entreprises locales, construisit sur les atolls plus d'une centaine de kilomètres de route et 4 pistes d'aviation, dont un aérodrome international à Ao, pour accueillir les gros porteurs qui, via Pointe-à-Pitre, étaient à la limite de leur rayon d'action.
À Fangatofa, seules les baleinières pouvaient accoster. Le lagon était inaccessible. Il fallut ouvrir une passe. À Mururoa, à Ao, les passes naturelles durent être creusées et agrandies pour permettre l'accès au lagon des navires de fort tonnage. La violence du ressac, les brisants coralliens, la mer infestée de requins qu'il fallait tenir à distance, tout avait rendu les ouvrages éprouvants. En moins de 3 ans, des installations portuaires furent aménagées. La marine mit au service du CEP une flotte considérable, une véritable ville sur mer. Car on n'envisageait pas de créer sur les 2 atolls une base vie, dans les premiers temps du moins. C'est ainsi qu'on vit des paquebots-hôtels. On vit des ateliers et des laboratoires flottants. Et même un navire-hôpital. Relève de quart, le 3e tiers au poste de veille. Des remorqueurs, des bâtiments de servitude et de soutien rallièrent cette flotte. Le PC s'installa sur un navire amiral. Et pour garantir la sécurité des sites et contrôler un immense environnement, on fit appel à une force navale avec un porte-avions. En moins de 3 ans, on vit s'édifier 2 ouvrages en béton armé pour les postes de commande de tir et 3 formidables blocos ancrés dans le corail jusqu'à 16 mètres de profondeur pour les postes d'enregistrement avancés. Ces PEA construits à proximité et dans l'axe des futures zones de tir sur les lagons devaient résister aux terribles effets thermiques et mécaniques et protéger les instruments d'enregistrement des perturbations électromagnétiques et radioactives. En effet, des centaines de mesures devaient établir les diagnostics, chimiques pour les explosifs, nucléaires pour le cœur. Et toujours des câbles, des kilomètres de câbles, pour relier les capteurs de mesure associés à l'engin positionné sur une barge aux enregistreurs logés dans les PEA. Par des ouvertures protégées étaient braqués des détecteurs nucléaires et des centaines d'objectifs de caméra capables de filmer à la cadence de plusieurs millions d'images à la seconde. 5 mois après avoir effectué leur dernier tir au Hogar, les techniciens du CEA avaient installé et réglé leur appareillage. Sur Ao, la base de soutien du CEP était aménagée. Les habitants du petit village d'Otepa avaient vu naître sur leur atoll un aérodrome international, un port, une centrale électrique, une usine de production d'eau et un hôpital. Un vaste réseau périphérique de 18 stations météo et de détection radar était en place dans toute la Polynésie, jusque sur les îlots les plus à l'écart. Des piquets météo embarqués sur navires ou sur avions
compléter le dispositif. Les bâtiments de la marine patrouillaient dans une zone d'exclusion maritime et aérienne. Nouvelle détection, azimut 250. Le porte-avions, avec ses aéronefs d'observation, de reconnaissance et d'interception, veillait à la sécurité du dispositif. Donc c'est un cargo soviétique. Des Neptunes contrôlaient la route des navires espions, qu'attirait l'imminence annoncée des essais. Cargo russe hérissé d'antennes, opportunément de passage. Bâtiments anglais et américains, tout yeux, toute oreille. La présidence a accordé son feu vert. Côté armée, côté CEA, on rencontre une dernière fois. L'élément essentiel, c'est la dépression qui s'est formée avant-hier près des Cook, qui se déplace très rapidement vers le sud-est en se creusant. Alors vous êtes sûr du sud-est, hein? Il importe surtout que la météo soit favorable et que les vents déportent le nuage de l'explosion vers des zones totalement désertiques. Les milliers de techniciens et de militaires, le personnel des entreprises locales et le matériel mobile sont évacués sur les bâtiments de la marine. Chaque piquet, chaque station transmet au PC Information sa situation météo. On était le 1er juillet 1966. Toutes les règles de sécurité observées, ce n'était plus qu'une question d'heure pour qu'Aldébaran, le premier tir aérien sur barge, fut effectué à Mururoa. À 1200 km de là, à Tahiti, on se félicitait, après quelques hésitations, de la manne financière que l'aménagement et l'entretien des sites apportaient à l'économie locale. Dans les pays riverains, peu de voix hostiles s'élevaient. Pourtant, les incidents survenus en 1954 à Bikini lors des expérimentations américaines étaient encore dans les mémoires. Les retombées d'un essai avaient contaminé des pêcheurs japonais et des habitants d'une île voisine. Il était à craindre que cet incident n'eût bientôt pour la France de toute autre retombée. Le poste d'enregistrement avancé, avec ses airs de sphinx, semblait à l'affût. Plus éloignés, d'autres points de mesure non protégés attendaient d'enregistrer le flash électromagnétique, le flux gamma ou thermique, lors de l'explosion de l'engin, arrimé sur sa barge, au milieu du lagon. Avec leurs tuyères équipées de filtres, les vautours s'apprêtaient à effectuer des prélèvements dans le nuage de l'explosion. Les alizés et les étendards, qui allaient devoir rendre compte de l'évolution du nuage, prenaient l'air.
Après avoir vérifié la situation radiologique de l'atoll, on put commencer la collecte des mesures. Dans le même temps, les poussières recueillies par les vautours étaient récupérées pour analyse sur la base de AO. Pour établir le diagnostic radiologique de la zone de tir, on prélevait sans attendre des échantillons d'eau de mer à différentes profondeurs. 17 jours plus tard, un Mirage 4 larguait à 85 km à l'est de Mururoa une bombe A d'environ 60 kilotonnes. Avec succès. Après un tir virtuel, dit de sécurité, effectué fin juillet, un troisième tir se préparait pour la mi-septembre en présence du général de Gaulle. On devait à cette occasion inaugurer une technique dont on attendait beaucoup. 11 km de tissu, 70 mètres de long. Entièrement confectionné à la main. Plus haut qu'un immeuble de 7 étages. Une technique héritée de 14-18. Une expérience vieille de 50 ans, dont ont dû retrouver les ingénieurs survivants pour un surprenant transfert de technologie. Le ballon captif allait se découvrir une nouvelle utilisation. La méthode du tir sous ballon avait été utilisée avec succès par les Américains, peu soucieux cependant d'apporter leur concours aux essais français. Et une fois de plus, la France ne dut qu'à elle-même de pouvoir mettre en place, à 600 mètres de hauteur, un engin dont toute une panoplie d'appareils allait épier le comportement. En présence du général de Gaulle, Bételgeuse fut un succès. D'autant que le mode de tir sous ballon n'allait provoquer qu'une très faible contamination de l'atoll. On pourrait donc reprendre sans délai le travail à terre. C'est en effet de la hauteur d'une explosion nucléaire que dépend l'importance sur le sol des manifestations radiologiques, thermiques et mécaniques. Ainsi, sous ballon, à une altitude de 600 à 800 mètres, l'effet tirage de cheminée réduit considérablement les retombées radioactives sur place. Mais voici ce que peut voir l'œil infiniment performant d'une caméra à 2500 images secondes. Dès les premières microsecondes, une boule de feu est née. Sa propagation le long des câbles d'amarrage du ballon lui donne un aspect de grosse marmite à pied. L'onde de choc, réfléchie par la surface de l'eau, combinée avec l'onde directe, forme une onde encore plus violente appelée front de Mach, visible dans l'air et sur l'eau. La boule de feu, comme une montgolfière, s'élève dans l'air, aspirant dans son sillage l'eau, la terre et les débris de l'expérience. En se refroidissant, elle devient nuage. Des mouvements tourbillonnaires en son sein et dans la colonne montante donnent à l'ensemble la forme caractéristique du champignon atomique. Ajoute encore à cet aspect la retombée des particules les plus lourdes qui peut former une collerette. Au cours des années 67 et 68, 8 tirs furent effectués, dont 3 sur barge.
Contrairement aux tirs sous ballon, l'un d'eux contamina certaines zones de l'atoll, condamnant définitivement cette méthode. Le ballon avait gagné la partie. Il n'en est pas de même du CEP. Techniquement, logistiquement, il avait gagné. Mais quelques voix s'élevaient localement pour déplorer que ce soit sur le territoire de la Polynésie française que la France s'emploie à acquérir la puissance thermonucléaire. Cependant, on enregistre peu de protestations à l'étranger. La Chine, devançant la France, fait exploser en 1967 sa première bombe H. Dans le domaine des négociations sur les essais nucléaires, Russes, Américains et Anglais font adopter par l'ONU un traité de non-prolifération nucléaire, le fameux TNP. Les États qui ne possèdent pas l'arme atomique s'engagent à ne pas s'en doter. La France et la Chine ne s'associent pas à un traité qu'elles jugent de nature à préserver la supériorité des deux grands. L'année 68, commencée par 3 essais sous ballon, devait amener la France à l'étape de la puissance thermonucléaire. Dans des conditions particulières, les noyaux de 2 atomes légers, le deutérium et le tritium, peuvent se souder et former un atome plus lourd en émettant de l'énergie et en libérant un neutron. C'est une bombe A qui peut provoquer ces fusions dans un mélange des 2 gaz. Elle anime les noyaux d'une telle vitesse qu'ils peuvent vaincre leur répulsion réciproque. En outre, les hautes températures et les fortes pressions qu'elle génère favorisent et multiplient les fusions dans le mélange. Ainsi naît une explosion thermonucléaire dite bombe H ou à hydrogène. Celle-ci posait bien des problèmes. Le président de la République, en visite au CEA, pressait les scientifiques et les techniciens. Plusieurs filières avaient été explorées. C'est l'atoll de Fangatofa qui fut choisi pour cette première expérimentation d'un engin qu'on espérait de forte puissance. Les mesures de sécurité furent donc renforcées. On alla même jusqu'à évacuer les habitants de Toureia, pourtant éloignés de 110 km du point zéro, en leur offrant un séjour à Papeete. La météo étant bonne, les zones maritimes et aériennes déclarées sans intrus, on n'attendait plus que le feu vert de Paris. Mais Paris grondait. Et à 18 000 km de là, le premier engin thermonucléaire de la France attendait. Les élections législatives de fin juin confirmant la confiance que la nation plaçait en son gouvernement, le feu vert arriva enfin. Je donne l'autorisation. 5, 4, 3, 2, 1, feu. L'essai Canopus confirma tous les espoirs. Un navire anglais espion envoya un message à Londres qui rendait compte de la forte puissance de l'engin. Les Français le captèrent. Les 2 derniers mots étaient indéchiffrables. Un spécialiste crut y voir une expression argotique du genre « vachement fort ». On prévint Paris que les Anglais eux-mêmes étaient admiratifs. Mais voici que l'anglais envoie d'autres messages que ponctuent toujours les mots « vachement fort ».
On découvrit alors que c'était le nom du commandant anglais qui figurait au bas des messages. Deux semaines plus tard, un second essai mégatonique mettait un terme à la campagne 68. Et il faut que tous les Français sachent que la qualité de nos savants, de nos chercheurs, de nos techniciens, de notre organisation militaire et aussi la qualité de notre organisation de sécurité ont abouti à faire de ces campagnes un véritable succès. De février 60 à avril 61, la France effectua à Regan, dans le désert du Tannesrouft, au Sahara, une campagne de 4 essais nucléaires aériens. De novembre 61 à février 66, 13 tirs souterrains furent effectués à Iniker, dans le Hogar. C'est sur les atolls de Mururoa et de Fangatofa, en Polynésie française, que se poursuivirent les campagnes nucléaires. De juillet 66 à septembre 68, on compta 13 tirs aériens, dont les 2 derniers confirmèrent l'accession de la France à la puissance thermonucléaire. En 1970, la force de dissuasion reposait sur le Mirage 4. Les missiles du plateau d'Albion allaient bientôt l'épauler. En même temps, sortaient des arsenaux les premiers sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ils étaient armés de têtes nucléaires, encore bien perfectibles. Et le CEA devait poursuivre ses expérimentations. Elles reprirent donc en 1970. Pendant 5 ans, 26 tirs furent effectués sous ballon. D'autres engins de courte et de moyenne portée devaient voir le jour pendant cette période. Ils pouvaient être largués d'un Jaguar ou d'un Mirage 3, ou lancé d'un char porte-missile, le Pluton. 3 essais furent donc effectués sur la zone expérimentale de Mururoa, tirés d'avions d'armes. Un engin militarisé peut être soumis à de tels accidents. Tant que sa charge nucléaire n'est pas activée, il doit rester inerte. À Mururoa, on effectua 3 tirs sur tour pour vérifier cette inertie, même après mise à feu de l'explosif. Bien que tous probants, ces tirs de sécurité provoquèrent toutefois une dispersion de matière nucléaire qui contaminèrent certaines zones d'expérience. Comme à Regan, on testait les effets des explosions sur des mannequins et toutes sortes de matériel de haute technologie. Remarque sur le flash lumineux. À plus de 10 km de l'explosion, la seule vue du flash peut entraîner une perte définitive de la vision. Remarque sur l'effet thermique. À 3 km d'une explosion de 20 kilotonnes, brûlure au 2e degré. À 1500 mètres, brûlure au 3e degré. À 500 mètres, carbonisation. Une simple toile peut faire écran. Bâche fermée, mannequin indemne. Bâche levée, mannequin brûlé. Remarque sur l'effet de souffle. Il se déplace à une vitesse supérieure à celle du son.
Ne pas rester debout. Ne pas rester au volant d'un véhicule. Ne pas se protéger derrière. Ne pas rester devant une fenêtre. Un abri léger peut devenir un piège. Tôle, pièces de bois, pierres deviennent des projectiles. Sous l'objectif des caméras à grande vitesse, mannequins, véhicules et matériels délivrent leur lot de renseignements indispensables pour assurer la survie d'une unité de combattants prise sous un feu nucléaire. Certains avaient à effectuer des tâches qui nécessitaient le port de tenues spéciales. Les normes de sécurité étaient celles du travailleur du nucléaire civil et des populations. Chacun était tenu de se soumettre au rituel des contrôles et de la douche. Les examens étaient systématiques. Dès qu'un technicien voyait sa dose totale d'irradiation approcher du maximum toléré, il était tenu éloigné de toute zone sensible. Et selon la législation du travail, chaque fiche individuelle était archivée. Le matériel n'échappait pas au contrôle. On équipait de fusées les vautours pour que les pilotes n'aient plus à pénétrer dans le champignon. Tirées à distance, en plein cœur du nuage, elles gobaient gaz, vapeur et poussière avant de retomber en mer. On localisait alors leur tête émettrice. Et les hélicos partaient à la pêche au chalut. Ces bouffées de nuages étaient expédiées au laboratoire du CEA avec les enregistrements optiques, électromagnétiques, radiométriques et les centaines d'autres mesures saisies. Pour connaître les retombées éventuelles du nuage, les avions larguaient tout au long de son déplacement des bouées automatiques de détection dont les émissions enregistrées étaient rapportées au plus vite au PC. Dans les archipels, les postes contrôlaient l'air, les eaux de pluie et les eaux de mer. On effectuait des prélèvements jusqu'au-delà de la zone d'éblouissement. En cas de retombée, un dépassement des limites annuelles recommandées par les commissions internationales aurait remis en question la suite des expérimentations. Légumes, fruits, poissons, algues et coraux, tout était passé au peigne fin par les chimistes et les physiciens. L'absence de contamination significative permit bientôt d'abandonner les navires-hôtels et de s'installer à terre. Mururoa, aux heures de loisirs, prenait un air de village de vacances. Même les jours de tir, on se baignait. Tandis qu'elle poursuit sans fléchir ses expérimentations, au total 41 tirs aériens en Polynésie de 66 à 74, la France se voit de plus en plus contestée. Les milliers de contrôles effectués et d'analyses rassurantes envoyées au comité scientifique de l'ONU ne désarment pas les critiques
Et le Pacifique tout entier a beau afficher un taux de radioactivité inférieur à ceux du reste du monde, des campagnes anti-françaises se développent dans les pays riverains. Le Pérou, qui ne souffle mot des essais américains, rompt ses relations diplomatiques. Ailleurs, boycott, action auprès de l'ONU et de la Cour de la Haye, soutien des mouvements protestataires. Un livre blanc publié par la France n'apaise pas les esprits. En fait, sa présence dans le Pacifique provoque à elle seule bien des motifs d'irritation. Un bataillon de la paix composé de personnalités françaises mène une campagne anti-nucléaire à Tahiti où la cause indépendantiste se découvre un très médiatique cheval de bataille. Des navires contestataires font leur apparition dans les eaux territoriales. C'est dans cette agitation qu'en 1974, l'Inde signale par une explosion atomique qu'elle est à même d'entrer à son tour dans le club des puissances nucléaires. C'est alors que Russes et Américains s'engagent à limiter et les essais souterrains à 150 kilotonnes et leur armement stratégique. Par ailleurs, les expériences aériennes sont de plus en plus critiquées. Dans la perspective de campagnes souterraines, la tentation était grande de retrouver en Polynésie un massif comparable à celui du Hogar et d'aménager par galerie horizontale une chambre de tir. Mais s'il était possible d'expérimenter dans des puits forés dans le socle des deux atolls, comme tout serait plus simple, logistiquement parlant. On entreprit donc des études sismiques par explosifs, des relevés du champ magnétique, des forages exploratoires. Les forages dans les sous-sols des deux atolls montrèrent alors qu'ils étaient constitués d'une couche de dépôts coralliens de 150 à 450 mètres, puis d'une sous-couche de matériaux mélangés, enfin, à moins 700 mètres environ, d'un socle basaltique dur et homogène, trahissant la présence d'un ancien volcan. Les îles volcaniques de la Polynésie ont perdu aujourd'hui, grâce à tous ces forages, beaucoup de leur mystère. Elles sont nées il y a 40 millions d'années, à 4000 mètres de profondeur d'un point chaud de la plaque du Pacifique d'où s'échappait du magma. Ainsi, se crée au fond de l'océan un édifice volcanique que des cheminées internes alimentent en lave et font croître au point qu'il surgit quelques millions d'années plus tard hors de l'eau. Mais la plaque s'est déplacée et avec elle, le point chaud. Les cheminées tarient, le volcan s'éteint. Il disparaîtra bientôt, dans 10 millions d'années, comme ont disparu les volcans Mururoa et Fangatofa, aujourd'hui sous la surface de l'eau à 1000 km de leur point chaud, et à des milliers de kilomètres de la ceinture de feu du Pacifique, où se manifestent les séismes. J'ai donc passé 2 années en 73 et 14 à étudier les risques de pollution radioactive et en tant que géologue spécialisé en volcanisme, je suis absolument convaincu que le danger est nul à condition que toutes les précautions soient prises. Pour les 2 premiers tirs, on choisit Fangatofa. Une fois encore, on allait devoir changer de mode d'expérimentation, le 5e depuis Reagan. Sans compter les engins largués d'avions. Ce nouveau mode exigeait des mesures topographiques précises et une investigation rigoureuse des fonds sous-marins proches de la zone de tir. Il permettait aussi d'enfermer l'engin dans un conteneur d'acier de 17 mètres de long pour le descendre sous terre avec tout son environnement technique. Alors ça, c'est le cas. Le conteneur est un véritable laboratoire et c'est ce qui explique sa morphologie générale. Ceci est le compartiment dans lequel se trouve l'engin et à partir duquel on va faire l'ensemble des mesures. Ces mesures se font par des lignes de visée qui permettent d'observer chacun des points particuliers où on veut mesurer l'ensemble des réactions. Ensuite, on trouve les détecteurs nucléaires qui vont permettre de mesurer les différents types de rayonnements, les rayonnements gamma, neutrons, X,
Ces détecteurs sont placés dans des alvéoles séparés, de manière à ce que chacune des mesures ne perturbe pas l'autre et que l'on puisse ainsi conserver la pureté des signaux. Les informations recueillies par ces détecteurs sont envoyées à l'aide de câbles vers l'ensemble du dispositif électronique. Ces appareils-là transforment les impulsions des détecteurs en signaux qui vont être remontés vers la surface à l'aide de toute une série de câbles. L'expérience est extrêmement brève. Elle se déroule dans sa totalité en quelques millionièmes de seconde. À l'intérieur de cette millionième de seconde, on fait des mesures sur des temps encore beaucoup plus courts, des photographies avec des temps de pause de 1 milliardième de seconde. Et c'est au fond d'un puits de 600 à 1000 mètres de profondeur qu'il fallait enfouir ce conteneur. Jamais encore on n'avait foré des puits jusqu'à 2 mètres de diamètre, avec de tels outils lestés de 90 tonnes pour mordre et entamer la roche basaltique. C'est au cours de ces travaux que des pierres de torrent remontées à la surface confirmèrent que l'atoll était une ancienne montagne volcanique. Une fois l'ouvrage fait, le conteneur pourra être descendu, avec sa tresse de 68 câbles qui le maintiendront en liaison avec toute une panoplie d'appareils enfermés dans des cabines transportables qu'on amène prudemment à quelque distance du forage. Pour confectionner un bouchon qu'on estime à toute épreuve, on empilera sur toute la hauteur du puits d'énormes cylindres de béton. Dans un petit puits voisin, toute une chaîne de témoins sera descendue pour mesurer au moment de l'explosion la pression, le magnétisme et l'onde de choc souterraine. Un ultime colmatage par bétonnage du puits, le démontage des derricks, l'évacuation de la zone. Et tout est suspendu au terme d'un nouveau compte à rebours pour une explosion à 1000 mètres sous la couronne de Fangatofa. Seule conséquence, l'onde de choc a éclairci la surface du lagon. Et aux abords du puits, elle fait danser les cabines d'enregistrement, dont on teste les suspensions pour les rapprocher toujours davantage du point zéro. Un léger tassement de terrain est observé, mais les motus voisins n'ont pas été ébranlés de façon significative. À l'autre bout de l'atoll, une vaguelette parcourt le lagon. Et à 100 km de là, l'onde de choc est déjà imperceptible à l'homme. Dès les premiers tirs souterrains, en 1975, on ne releva aucune trace de fuite radioactive, signe d'explosion parfaitement contenue. Bientôt, tout le personnel fut logé à terre, ainsi que le PC tir. À Mururoa régnait une grande confiance. Une ambulance était plus à l'ouvrage derrière une course cycliste que sur la zone d'essai. Bien que les tirs n'excèdent jamais 150 kilotonnes, 3 parmi les plus puissants provoquèrent cependant des incidents. L'onde de choc ayant entraîné un glissement des masses sédimentaires sous-marines sur les flancs de l'atoll, il s'ensuivit une sorte de raz-de-marée qui submergea quelques motus. Ces événements fâcheux, qui mettaient en danger les expérimentateurs, engagèrent le CEP à construire un muret de protection. Mais on commençait de manquer de place, le chevauchement des puits étant hors de question. 20 ans plus tard, un survol des zones d'essai
montrent combien la surface réservée au tir se faisait de plus en plus rare sur la couronne. Par ailleurs, les études d'impact sur l'édifice corallien plaidaient en faveur de tirs effectués dans le sous-sol du lagon. On décida donc de se lancer dans une nouvelle gageure, prévue pour 81. Amarrée au milieu du lagon, une barge montée sur 3 pieds de 70 mètres et forée sous l'eau, un puits d'un diamètre toujours exceptionnel. En France, après des années de contestation, la stratégie de la dissuasion a reçu l'adhésion des communistes et des socialistes en 1977 et 1978. À l'étranger, Russes et Américains, après 7 ans de négociations, signent en 1979 le traité SALT II sur la limitation des armes stratégiques. Mais en Europe, on s'inquiète de plus en plus de l'installation des euromissiles de part et d'autre du rideau de fer. 1981 voit l'élection d'un nouveau président de la République, François Mitterrand. Malgré l'agitation entretenue par Greenpeace, association internationale écologiste et pacifiste, la poursuite des essais est ordonnée. Du jamais vu sur mer. Même chez les pétroliers de l'offshore. Le formidable outil des forages sur terre avait été embarqué. Des caméras contrôlaient jour et nuit l'évolution des travaux. Un puits marin de 1,50 m à 2 mètres de diamètre jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Une fois de plus, une nouvelle technique jamais tentée par aucune autre puissance nucléaire devait être maîtrisée. L'exploit réalisé, on devait descendre une tulipe métallique forgée spécialement pour faciliter l'introduction du conteneur dans l'orifice du puits. Pendant ce temps, à terre, on équipait le conteneur. On testait, on étalonnait chacun de ces instruments de mesure et de détection que 1 milliard de degrés et 10 millions d'atmosphères devaient réduire en plasma en moins d'1 millième de seconde. En charge de la manutention du conteneur, une autre barge entrait en scène. Elle se prêtait également aux ultimes assemblages de l'engin sur le point zéro. Une troisième barge, avec ses cabines d'enregistrement, en quelque sorte l'équivalent flottant des blocos des anciens postes d'enregistrement avancés, était chargée de transmettre à l'engin les ordres du poste de commande de tir et d'enregistrer les mesures prises pendant l'essai. Les dernières connexions établies. On descendait le conteneur avec sa tresse de câble. Le conteneur au fond de l'ouvrage, la barge de borage arrivait sur les lieux pour combler le puits et le sceller. Des postes de mesure couvraient toutes les zones. Même sous l'eau, on posait des détecteurs de radioactivité et des capteurs sismiques. Communication du PCT. Début des opérations.
opération d'appel. Le personnel rejoint son lieu de regroupement et se présente individuellement avec son badge à son responsable d'appel. À l'approche d'un tir, par mesure préventive, toute la communauté gagnait les plateformes de sécurité. Alors seulement, après autorisation de la présidence, commençait l'ultime compte à rebours. Le ralenti permet de distinguer l'onde sismique qui parcourt la surface de l'eau avant que l'écume n'apparaisse. En pleine zone de tir, la barge d'enregistrement donne l'échelle d'un phénomène soulevant des gerbes de 10 mètres de haut. Et dès le lendemain, avant que ne meurent les éléments radioactifs à vie courte, des forages obliques de petit diamètre prélevaient dans la cavité les échantillons de lave indispensables à l'établissement du bilan radiochimique. Ainsi complétait-on, a posteriori, pour tous les tirs sous couronne ou sous lagon, les mesures prises pendant l'expérience. Pour s'assurer que rien ne pouvait affecter l'alimentation de la Polynésie tout entière, des bâtiments sillonnaient les mers. On récoltait du plancton, un des plus sensibles révélateurs de radioactivité. On ratissait des micro-algues. On cultivait du corail. On prélevait sur la vie sous-marine toutes sortes d'organismes à analyser, à la traque du moindre signe de radioactivité anormale pouvant affecter les chaînes alimentaires. Le président Mitterrand n'avait pas lancé une invitation imprudente. Quant à l'ONU, en 1983, il avait proposé d'ouvrir le site à des scientifiques étrangers. Ceux-ci, sous la conduite du néo-zélandais Atkinson, entreprirent une rigoureuse collecte d'échantillons. Ils constatèrent, comme les laboratoires mixtes du CEA et des armées, l'absence de radioactivité anormale sur les atolls et dans les eaux des lagons. Aucun risque n'était à craindre pour les populations de la Polynésie française et du Pacifique Sud. En 1987, les plongeurs de la Calypso ne détectèrent rien d'autre qu'une légère fuite d'iode à proximité d'un puits de forage de prélèvement. Si le commandant Cousteau émit des réserves sur la solidité à long terme de la couronne, il admit que le confinement des produits radioactifs au fond du puits ne pouvait être contesté. Après avoir effectué 78 tirs sous la couronne, sans que ne soit décelé de radioactivité sur les têtes de puits, le CEA, en 1987, ne procéda plus qu'à des tirs en lagon. 56 d'avril 81 à juillet 91, qui furent tous contenus. Aucun ne dépassa 150 kilotonnes. Mais revenons au temps des premiers forages sous le lagon dans les années 80.
Greenpeace n'a pas relâché la pression et conteste toujours, avec le renfort, en 82, de Brice Lalonde, un chef de file des écologistes français. Mais la Marine nationale interceptera quiconque s'aventure dans les eaux territoriales. En 83, les conclusions favorables de la mission Atkinson n'ont pas apaisé les esprits ni désarmé le Forum du Pacifique. 1985, des agents français sabordent à Auckland le Rainbow Warrior de Greenpeace, qui s'apprêtait une fois encore à porter la contestation au large de Mururoa. Les manifestations anti-françaises redoublent dans le Pacifique. Nouveau geste de bonne volonté de l'URSS qui décide d'arrêter temporairement ses essais. 1986, Gorbatchev, en veine de détente, parle de libérer la Terre de toutes les armes nucléaires avant la fin du siècle. Les négociations sont relancées. 1986, c'est aussi la catastrophe de Tchernobyl. Le nucléaire fait plus que jamais figure d'épouvantail. 1987, l'URSS reprend ses essais, mais on parle toujours de réduction et même de destruction de certains missiles. Les SS-20 et les Pershing sont sur la sellette. 1990, un Rainbow Warrior numéro 2 dans les eaux territoriales françaises. Puisque la France s'obstine à poursuivre son programme, toujours en décalage avec les autres nations nucléaires, les contestataires, eux aussi, s'obstinent. Mais d'une année à l'autre, l'issue est toujours la même. À Papeete, les indépendantistes manifestent. En 1991, les choses se précipitent. La France, bientôt suivie par la Chine, annonce qu'elle signera le traité de non-prolifération. Sur sa lancée, elle arrête son programme de missiles tactiques Hades. Russes et Américains se mettent d'accord sur le traité de réduction des armements stratégiques. Mais l'URSS est sur le point de se défaire. Elle renchérit en décidant un nouveau moratoire sur ses essais et ferme l'un de ses polygones de tir. Que va faire Paris ? À Mururoa, on s'attend à un événement. Il arrive le 12 avril 1992. Le président Mitterrand décide de suspendre jusqu'à la fin de l'année les expérimentations. Eh bien, je veux que la France tente la réussite de cet événement-là. Si cela échoue, c'est-à-dire si les autres puissances nucléaires s'entêtent, eh bien, la France devra continuer d'assurer sa défense. En 1992, la marine dispose de sous-marins nucléaires équipés de missiles M4. Mais elle attend pour 1996 le lancement de son sous-marin nouvelle génération qui devrait être équipé du tout dernier M45 à tête multiple. Des têtes qui n'ont pas encore été validées, ce qui comptera pour beaucoup dans de prochaines décisions. Sur le plateau d'Albion, les silos sont garnis du dernier missile SS-3. Il n'est pas prévu de l'équiper de nouvelles têtes. Le Mirage 4 est toujours sur la brèche, mais avec un missile tactique de moyenne portée. Les Jaguars, Mirage 2000, Super Étendard sont aussi de la partie. Quant à l'armée de terre, elle voit son artillerie Pluton réduite de moitié. Et le programme Hades, gelé l'année précédente par le président Mitterrand, est définitivement abandonné.
À l'étranger, la grande rivalité Est-Ouest s'est éteinte. Dès lors, chacun se dépouille petit à petit de son arsenal nucléaire. Sur le plan essai, les Américains promettent de réduire leur programme, jusqu'à son arrêt définitif, fin 1996. Les Russes, de leur côté, reconduisent leur moratoire. La France suit le mouvement et confirme la suspension de ses essais. À Tahiti, certains s'en félicitent. D'autres le déplorent, dans la crainte que la métropole n'en vienne à fermer définitivement ses sites et, par voie de conséquence, le robinet des crédits. À Genève, on étudie les conditions d'un traité d'interdiction des essais. Les Américains ont renoncé à leur programme, seule la Chine poursuit le sien. En mai 1995, 175 États sur 178 se prononcent pour une extension illimitée du traité de non-prolifération et demandent que les États nucléaires s'engagent avant fin 1996 à s'interdire tout essai. C'est alors que le mois suivant, le nouveau président français, Jacques Chirac, s'adresse à la nation. Donc après mûre réflexion, après large consultation, j'ai pris la décision, parce que je la considérais nécessaire aux intérêts supérieurs de notre nation, d'autoriser la fin de cette campagne d'essai, et cette décision est naturellement irrévocable. L'opposition proteste. Les puissances nucléaires déjà installées et dont les moyens sont largement suffisants pour justifier une politique de dissuasion, je pense que ces pays membres du Conseil de sécurité devraient donner l'exemple, devraient faire preuve de responsabilité au lieu de réouvrir la tentation de la course aux essais nucléaires ou de la course pour se doter. À l'étranger, les uns regrettent, d'autres fulminent. La Grande-Bretagne, seule, déclare admettre les arguments français. Quant au Rainbow Warrior numéro 2, dans le but ardent de jouer l'empêcheur d'expérimenter en rond, il fait déjà route pour on sait quelle destination. Mais la marine française veille. La partie basse, et Bébert et moi, on remonte à la passerelle chercher des éléments. Cette dernière campagne répond à 3 objectifs. Garantir la fiabilité et la sécurité des armes, certifier la toute dernière tête nucléaire des missiles M45 et préparer l'âge de la simulation. La simulation, c'est la possibilité de prévoir par le calcul le déroulement de phénomènes qui, dans le cas d'une arme thermonucléaire moderne, sont extrêmement complexes. Pour que la garantie de la dissuasion puisse reposer à l'avenir sur cette simulation, il est nécessaire d'acquérir de nouvelles connaissances de physique. Certaines d'entre elles ne peuvent être obtenues que dans les conditions de température et de pression d'un essai thermonucléaire en vraie grandeur. Sur la barge de forage, dans les ateliers et les laboratoires, les ouvriers, techniciens, ingénieurs, après une interruption de 3 ans, ont retrouvé les gestes, les procédures et les interminables réglages. Malgré l'hostilité internationale quasi générale, la dernière campagne d'essai n'est pas suspendue. Et c'est une véritable flottille qui fait route vers Mururoa, dans le sillage du Rainbow Warrior numéro 2, toujours là, et du remorqueur Greenpeace avec son hélicoptère embarqué.
À Mururoa, il est prévu de procéder au premier tir le 5 septembre. Le conteneur et son laboratoire de physique intégrée est amené au point zéro. De son côté, la flotte française se déploie. L'engin a été introduit dans le conteneur. Dernière vérification. Longue descente du conteneur au fond de son puits. Dernière connexion avec la barge de mesure. La date du tir approche. Les manifestations de protestation vont bon train, de Tokyo à Papeete. Vous avez tous entendu Jacques Chirac dire « Mururoa, c'est la France ». On s'excuse, Mururoa n'est pas la France, Mururoa c'est la terre de nos ancêtres. Ici c'est Tahiti, nous sommes des Tahitiens, nous ne voulons plus de votre bombe. Vous n'avez pas compris le message encore? La bombe, nous n'en voulons plus. Vous tournez au génocide ici. Pourquoi vous voulez tuer le peuple tahitien avec votre bombe? Amenez-le à Paris si c'est pas dangereux. Les opérations de bourrage commencent. On est à quelques jours du premier tir. Les événements se précipitent. Aucun navire contestataire n'étant plus en situation de retarder le tir nommé Thétis, le compte à rebours peut être entrepris. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. CRC. Après 3 ans d'interruption, ce premier tir de la dernière campagne était parfaitement maîtrisé. Alors ici, nous sommes sur une barge, on vient relever les enregistrements qui ont été effectués durant le tir. Le tir a eu lieu il y a 1h45 et nous sommes sur la barge enregistrement mesure à environ 200-300 mètres du point zéro. Comme vous pouvez le constater, après les mesures, tout est clair, on peut circuler librement. Mais à Paris, on proteste. Maintenant, les gens veulent de la violence. Chirac veut de la violence, il va l'avoir. Et à Papeete, la colère des indépendantistes antinucléaires s'enflamme.
Et tandis que la ville retrouve peu à peu son calme, quelques jours plus tard, le tribunal international de La Haye rejettera la requête de la Nouvelle-Zélande demandant l'arrêt des essais nucléaires français. Mais l'ONU, en novembre, condamnera la France. 10 pays de la CEE feront chorus. Le seul soutien viendra de la Grande-Bretagne et le secrétaire du Foreign Office déclarera « Nous n'allons sûrement pas grossir les rangs de la meute à la poursuite d'un pays ami et allié au mépris de notre propre conviction sur l'importance de l'enjeu. » À raison d'un essai toutes les 4 ou 5 semaines, la dernière campagne française se poursuit, apportant la masse de renseignements et d'analyses indispensables aux objectifs fixés. En décembre 1995, l'ONU maintient la pression, déplore les essais français, demande leur arrêt et met en demeure les membres de la conférence sur le désarmement de conclure un traité d'arrêt définitif des essais avant la prochaine Assemblée générale de 1996. Une dernière expérimentation a lieu le 27 janvier 1996. Les résultats acquis au cours des précédents tirs ayant permis d'écourter la campagne. Mes chers compatriotes, je vous annonce ce soir l'arrêt définitif des essais nucléaires français. Grâce à l'ultime série qui vient d'être effectuée, la France disposera durablement d'une défense fiable et moderne. La sécurité de notre pays, celle de nos enfants, est assurée. Après 36 années au cours desquelles ces diverses expérimentations l'avaient si souvent placé à contre-courant des décisions des autres États nucléaires et des instances internationales, la France pouvait se rallier à la presque unanime volonté des nations de mettre fin aux essais. Je tiens une nouvelle fois à exprimer toute mon estime, et elle est immense, et ma reconnaissance, qui ne l'est pas moins, aux militaires et aux scientifiques qui se sont mobilisés avec un immense talent pour le succès de cette entreprise. Nous disposons maintenant de tous les éléments pour relever le grand défi technologique de la simulation. Nous nous en donnerons les moyens. Et je sais pouvoir compter sur le dynamisme et sur la compétence de nos ingénieurs, de nos techniciens pour y parvenir. L'histoire retiendra en outre que la France fut la première des puissances nucléaires à démanteler irrémédiablement ses sites de tir. Les sentiments sont mêlés. Il y a d'abord une très grande fierté pour ce que la France a réalisé ici au centre d'expérimentation du Pacifique et que beaucoup croyaient impossible pour elle au début de l'aventure. Et puis bien sûr des sentiments de peine. Peine parce que nous avions réalisé des choses de qualité et belles et qu'il faut aujourd'hui les démanteler. Je pense en particulier à tous ceux qui les ont réalisées, qui les ont construites et qui ont vécu, souvent pendant plus de 20 ou 30 ans. Nos amis polynésiens, qui nous ont accompagnés tout au long de cette aventure, ont le sentiment d'avoir le cœur qui pleure, comme ils me disent souvent. Quand j'ai vu ça, tous les grands bâtiments, tout ça, c'est tout parti, tout écroulé. Mais j'ai un peu le cœur serré. Eh oui, c'est comme ça. À la fin du travail, c'est comme ça. On débarrasse. Ça nous fait personnellement beaucoup de la peine parce qu'il y a un souvenir qui passe. Mais Dieu le sait, peut-être un jour on va le reconstruire. Inch'Allah. J'ai si longtemps lutté contre ce truc-là, sans arriver d'ailleurs à arrêter tout ça. Maintenant que ça s'arrête, je ne veux pas dire que je suis fâché.
faut savoir que pour le Polynésien, eh bien, la terre, c'est un peu la mer nourricière. Et faire des tests nucléaires dans le sous-sol de Mururoa, c'était un peu le faire dans le sein de notre mère. Vous savez, la France, elle a toujours tendu la main. C'est vrai, elle avait besoin de la Polynésie, elle avait besoin de Mururoa pour ses expériences. Mais c'était donnant-donnant. Et une fois que le CEP il est arrivé ici, il a embauché des travailleurs. Mais ça fait du monde, hein. Ça fait du monde. Et ça fait gagner des sous. Oui, on n'a jamais fait un plus beau cadeau empoisonné. Dans tous les sens du terme, alors, vraiment. 141 puits de déchets radioactifs dans le sous-sol de Mururoa. Alors pour nous, le CEP n'est pas parti, il est toujours là. Et la Polynésie va recevoir 990 millions de francs durant 10 ans à titre de compensation. Pour le leader indépendantiste Oscar Temaru, qui a combattu les essais nucléaires durant 30 ans, l'heure n'est pourtant pas à l'optimisme. Nous souhaitons tout simplement que ce flux financier, cette masse d'argent soit investi en grande partie dans le secteur productif, car nous avons des ressources à développer dans ce territoire. Voilà notre souhait, et que cet argent soit scrupuleusement, rigoureusement contrôlé. C'est à nous, Polynésiens, aujourd'hui, à travers notre statut d'autonomie et en partenariat avec l'État, à donc relever ce défi de passer de l'économie, disons, du nucléaire à l'économie de développement et de production. La page est tournée et je crois que c'est notre grand défi à nous tous de permettre à cette société multiculturelle qui est la société polynésienne d'aujourd'hui de construire un nouvel équilibre. Mes souvenirs sont toujours très attachés à Mururoa, croyez-moi bien. Ça va tellement vite, on oublie aussi, hein. Franchement, on oublie Mururoa.